¿De qué es el vestido de ella? Oye, voy atrás de ella. I declare open the World Conference of the International Women's Year. It gives me, therefore, much pleasure to declare His Excellency Dr. Pedro Ojeda Puliada of Mexico elected President of the World Conference of the International Women's Year. I extend my sincere congratulations to His Excellency Dr. Ojeda Puliada, and I invite him to assume the presidency of this conference. Esta moral ambigua es incompatible con la igualdad esencial de todos los seres humanos. Es necesario que cada mujer valga por sí misma, por el trabajo que desempeña, por las ideas que sostiene, por las causas que defiende, y no solo por el apoyo que brinda a las tareas del hombre. Mr. President, President Echeverría, Madame Echeverría, Mr. Secretary General, Excellencies, Señores, Señoras, I would like to welcome you all to this really historic event. Why historic? It is the first intergovernmental meeting in the world where women form part of virtually every delegation. La Conferencia del Año Internacional de la Mujer, cet événement, la Conférence internationale de l'Année internationale de la femme, que nous allons analyser, se déroulait du 19 juin au 2 juillet dernier sous un ciel mexicain capricieux. À l'ouverture officielle d'un conventionnalisme qui fit grincer des dents, environ 5000 délégués reçurent du président du Mexique, Luis Echeverría, l'exhortation de ne pas tomber dans les pièges de la distraction et de la frivolité pouvant surgir au cours de la conférence. De son côté, le président mâle, fort contesté de la conférence, Pedro Ojeda Puliada, reconnaissait les dimensions historiques à la rencontre. Paciencia,
C'est un bien joli mot en espagnol. On ne dirait jamais qu'il signifie patience, et nous avons dû en user pour démêler des indications, éclaircir des informations souvent contradictoires, obtenir des documents, circuler dans Mexico, ville d'à peu près 12 millions d'habitants, d'une conférence à l'autre, car il s'agit bien de 2 conférences. Pour donner une idée des distances, supposons que la conférence officielle gouvernementale très fermée se tiendrait à Westmount, dans l'ouest de la ville de Montréal, et l'autre non gouvernementale et libre, la Tribune, à Montréal-Nord. Et à chacun des 2 endroits, au moins 2 séances simultanées. D'ailleurs, l'ouverture officielle eut lieu dans le gymnase olympique, présage d'un véritable marathon. Quels étaient les objectifs de cette conférence, Madame Sipila? Cette conférence, certainement tous les buts de l'année internationale de la femme. Mais premièrement, pour étudier la situation de la femme et son rôle dans la vie partout dans le monde. C'est vraiment la première fois qu'une conférence assez grande comme ça, assez importante comme ça, discute les problèmes de la femme. Mais est-ce que, justement, ça ne devient pas, compte tenu que les délégués sont des gouvernementales, ça ne devient pas une rencontre gouvernementale comme une rencontre d'hommes? D'ailleurs, elle était présidée par un homme. Oh, il y a des hommes aussi. Il y a 25%, j'ai compté, des hommes. Mais tout le monde, toutes les personnes sont ici comme représentants des gouvernements. Et c'est la première fois que nous avons vraiment délégué la majorité des délégués à une conférence de l'ONU qui sont les femmes. Mais est-ce qu'elles n'ont pas les mains liées parce qu'elles représentent une idéologie? On l'a vu d'ailleurs. Les femmes? Oui. Certainement, mais elles sont les femmes qui sont déjà dans les postes très élevés, comme ministres, comme membres du Parlement. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont beaucoup avancé dans la vie politique. Et c'est pourquoi je crois que c'est vraiment très important cette conférence, parce que maintenant, nous avons étudié des problèmes partout. Les femmes et les hommes sont venus ici pour faire connaissance des problèmes, pas seulement dans ces pays propres, mais partout dans le monde. Et nous sommes ici pour faire un plan d'action pour 10 ans. Mais oui, mais ce plan d'action, si on le lit comme ça, il est rempli de vœux pieux, à mon avis. Prévoir des mesures, des moyens spéciaux pour inciter les femmes à s'engager dans des professions techniques et scientifiques, c'est très vague, très imprécis. Alors, est-ce que les gouvernements s'engagent à mettre en action ce plan? Quelle est la différence entre les gouvernements et les femmes? Si les femmes dans chaque pays, qui sont la moitié de la nation, ne peuvent pas le faire, il n'y a pas de raison d'avoir une réunion. Je crois que où nous vraiment faisons une erreur, parce que nous parlons toujours des femmes et du gouvernement. Les femmes sont le gouvernement, les femmes sont moitié de la nation. Et c'est pour chaque femme et pour chaque homme à la maison à vraiment faire ce qu'on a proposé ici. Mais on ne peut pas proposer quelque chose de très détaillé parce que les situations sont très, très différentes. C'est seulement un programme à suivre, mais chaque nation devrait vraiment adapter le programme pour sa situation propre. En vrac, je vous donne une série d'activités paraconférences, mais qui l'éclairent. Du côté de la Tribune, regroupant les délégués non gouvernementales, qui éditait d'ailleurs ce quotidien, le Chilonen, après 5 jours de délibération, des groupes et groupuscules se réunissaient, manifestaient, et les immenses babillards regorgeaient d'invitations, de convocations à des réunions, visites ou conférences parallèles dans des salles adjacentes, des chambres d'hôtel ou même dans les couloirs. Par exemple, visite au pénitencier de l'État de Mexico à Toluca, réunion des femmes architectes et ingénieurs, du Conseil des femmes noires, du syndicat d'échange des femmes travailleuses. Les féministes mexicaines, s'étant vues refuser le droit de participer au débat de la Tribune, organisèrent une conférence de 3 jours dans un immeuble commercial du centre. Et M. Polada, président de la conférence, embarrassé par les critiques à son endroit, l'inaugurait.
Plus tard, ces féministes du mouvement national des femmes de Mexico et d'autres de Grèce, du Japon et des États-Unis convoquaient une réunion qui tourne à court par suite de l'irruption dans la salle de jeunes filles qui scandaient « America Libre » et « La gauche unie toujours vaincra ». Même Betty Friedan dut se retirer au cri de « Yankee go home ». Les latino-américaines fort actives convoquèrent à plusieurs reprises leurs compatriotes dans des salles où elles ne pouvaient bénéficier des services de traducteurs officiels. Les thèmes, la femme et l'impérialisme et leur plan d'action. D'ailleurs, les latino-américaines soupçonnaient les Américaines de vouloir imposer leur féminisme. Comme disaient-elles, leur pays s'est imposé militairement, économiquement, affirmant que l'on ne peut séparer le développement et le régime politique d'un pays des moyens d'émancipation de la femme. D'autres délégués, certaines d'Afrique, abondaient également dans ce sens. Des femmes indiennes en profitèrent pour réclamer une indemnisation du gouvernement mexicain, alléguant avoir subi la stérilisation à leur insu. Un groupe de lesbiennes réclamèrent l'homosexualité libre, à côté de militants de l'Action catholique prônant le respect de Dieu et de Rome. Une délégation de San Francisco chantait la paix aux portes des conférences et des musiciens de différents pays en costumes traditionnels chantaient et dansaient entre deux séances de travail. Par ailleurs, du côté de la conférence officielle, donc des délégués gouvernementales, les femmes ne sont pas non plus tombées dans les pièges de la frivolité, selon l'expression du président Echeverría à l'ouverture officielle. Elles discutèrent ferme, mais les idéologies se heurtaient dans le plus pur style traditionnel. Par exemple, lorsque la déléguée chilienne a pris la parole, la salle s'est presque vidée. Cependant, l'Uruguay, le Brésil et les États-Unis n'ont pas bronché. On dit que le chef officiel de la délégation chilienne aurait été celle qui aurait mené la célèbre manifestation aux casseroles quelques 6 mois avant la chute d'Allende. Autre exemple, au moment où Mme Lee Rabin, épouse du chef d'État d'Israël, a parlé, 40 délégations sont sorties. D'ailleurs, cette dernière a ignoré ostensiblement Mme El Sadat d'Égypte. Enfin, les Russes, on s'y attendait, ont accusé les Chinois de diviser le front anti-impérialiste et les Chinois, les Russes, de trahison au socialisme. La déléguée chinoise, Mme Li Su-wang, a dit que les femmes ne pourront s'émanciper sans prendre part à la lutte contre l'impérialisme et l'hégémonie des deux superpuissances. Est-ce là des tentatives organisées par des partis pour saboter des discussions centrées sur la situation de la femme? Chose certaine, j'ai senti, et bien des gens m'ont confirmé dans ce sentiment, qu'une présence policière importante encadrait les deux conférences. Je suis assez mal à l'aise quand on essaie de définir la notion du développement. Je crois que si certains pays aujourd'hui sont plus développés, ça n'est pas tellement un mérite en soi. Je crois qu'il faudrait de plus en plus parler des pays surexploités plutôt que des pays sous-développés. Si je prends par exemple, si nous nous référons un petit peu à l'histoire, si je prends l'ancien royaume du Congo, au 15e, 16e siècle, qui avait des relations diplomatiques avec le Portugal et même avec Rome, sur le plan autant du développement intellectuel qu'économique, il semble que nous étions pratiquement au même niveau. Il s'est fait qu'à un moment donné de l'histoire, certains pays ont décidé d'exploiter d'autres. Le retard s'est agrandi à tout point de vue et cette situation se maintient encore aujourd'hui, si bien que je pense que c'est un phénomène humain, sinon humanitaire, à l'échelon planétaire, où il faudrait que les pays dits développés prennent conscience du rôle qu'ils ont à rétablir l'équilibre et la justice qui existaient à travers l'histoire, n'est-ce pas? Et terminer cette surexploitation d'autres continents et d'autres peuples. Mais est-ce que tout cela, les relations internationales, économiques, sociales, se passent pas en dehors des femmes? Oh, bien sûr, bien sûr. Malheureusement, mais là encore, je n'aimerais pas me répéter, mais je ne pense pas que les femmes en soi soient moins intelligentes que les hommes, mais il se fait aussi qu'à un moment donné de l'histoire,
ceux qui avaient le pouvoir de décider, que ce soit au niveau éducationnel, au niveau économique, au niveau politique, c'était des hommes. Prenons par exemple, d'ailleurs nous nous sommes fort appesantis sur ce problème, les facteurs conditionnant l'éducation de la femme. Si nous prenons la religion par exemple, la religion en elle n'est pas un facteur qui retarde la femme, mais ceux qui ont interprété la religion l'ont interprétée dans un sens, je dirais, masculin. N'est-ce pas? Si la Sainte Vierge a été douce, calme, je ne sais encore quoi, c'est parce que dans le contexte historique dans lequel elle vivait, c'était peut-être des normes. Mais aujourd'hui, nous vivons au XXe siècle. Pourquoi vouloir nous présenter une image de la Vierge statique? Alors comment est-ce possible de renverser la vapeur? Quels sont les obstacles à surmonter majeurs? Je crois que la première chose à faire, je ne voudrais pas être trop dogmatique, mais tel que nous l'avons vu dans notre commission, nous pensons que le but de l'éducation devrait être l'épanouissement de l'être humain, c'est-à-dire rendre, que ce soit l'homme et la femme, responsables de sa vie. Vous savez, la femme a été habituée à penser en fonction de l'autrui, que ce soit la communauté, que ce soit le mari, que ce soit les parents. Mais dans la mesure où la femme se rend compte qu'elle est un être humain et à ce titre qu'elle a quelque chose à dire, la première chose à faire, c'est de demander à la femme d'être présente partout où se trouve l'homme. Et particulièrement dans la mesure où le domaine politique est le domaine dans lequel se prennent les décisions qui s'imposent à tous, que ce soit au niveau national ou au niveau international, je pense qu'il faudrait enlever le mythe de la femme incapable parce que mère, parce qu'épouse, parce que sais-je, de ne pas pouvoir occuper des fonctions publiques. Madeleine Lièvre, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants, vous êtes infirmière, pratiquante et présidente d'association, etc. Alors comment c'est possible de faire aussi de la politique puisque vous êtes conseiller municipal? Eh bien, une femme qui le veut, finalement, malgré toutes ses occupations, trouve quand même le temps de faire de la politique. À mon avis, c'est beaucoup moins une question de temps et d'argent que de conviction profonde et personnelle. Hein, je pense, mais avec beaucoup de ferveur, qu'il faut que les femmes rentrent et fassent de la politique parce que finalement, c'est là où sont prises toutes les décisions. Et c'est là, finalement, que nous changerons la vie des femmes, leur situation et toutes les injustices. Mais comment en arriver à une participation réelle, multipliée? Eh bien, il faut commencer à l'échelon local, rentrer dans les conseils municipaux, Et je pense que c'est très intéressant comme formation, parce qu'il faut d'abord commencer par apprendre qu'est-ce que c'est un budget, les équipements pour une ville, tous les équipements sociaux. Et c'est un début de formation qui, à mon avis, est importante. Et finalement, les femmes ne voient pas les problèmes de la même façon que les hommes. Ah bon? Hein? Et je suis la seule femme, et très souvent, je suis en opposition. Parce que ce qui est important pour moi est beaucoup moins important pour les hommes. Et récemment, j'ai dû lutter pour arriver à faire admettre la possibilité de construction d'une crèche familiale et d'une halte garderie. Hein, pour les hommes, les enfants étaient gardés comme ça se passait très bien, ça allait faire un déficit au budget. Et j'ai dû batailler, j'ai dû aller trouver des associations familiales, j'ai dû leur demander de venir à la réunion du conseil pour faire pression sur le conseil. Là encore, j'ai écrit dans les journaux et finalement, j'ai gagné. Prenons par exemple l'élément politique, puisqu'il a été question des femmes et de la politique. Les pays en voie de développement vont beaucoup plus vite que nous en matière de promotion de la femme dans la vie politique.
je pense que, par exemple, certains pays d'Afrique ou certains pays d'Asie pourraient nous donner quelques leçons, car après tout, nous sommes très lents à franchir les étapes. Je prends la France comme exemple, puisque c'est le pays que je connais le mieux. Pensez que nous avons seulement 1,5% de femmes parlementaires, mais j'en suis honteuse. Et je crois que beaucoup de pays neufs, qui n'ont pas eu à balayer autant de préjugés que nos anciennes civilisations, nous donnent un certain exemple. Alors, voyez-vous, l'information va dans les deux sens et le concours peut aller aussi dans les deux sens. Et je crois que à l'heure actuelle, tout est au niveau planétaire. Il n'y a pas de receveurs et de donneurs. Tout le monde reçoit quelque chose de quelqu'un et tout le monde donne aussi. Mais vous recevez quand même des pays dits développés, vous recevez des aides substantielles. Oh mon Dieu, vraiment là, je ne sais pas ce que je reçois. Je pense encore là, il faudrait arriver à éliminer ce mythe de pays donateurs et des pays receveurs. Personnellement, je pense que l'aide au développement a pris la relève de la colonisation. Je ne dis pas dans tous ces aspects, mais dans certains de ces aspects. On pense, très souvent on dit, que ce soit au niveau de l'AID américain, de l'ACDI canadien, des aides bilatéraux, qu'ils ne font qu'appliquer le programme des pays eux-mêmes, c'est-à-dire que les pays arrêtent les programmes et que les pays développés donnent l'aide en fonction de cela. Je pense qu'en grande majorité, c'est un mythe. Je peux vous donner un exemple, par exemple, que j'ai vécu dans mon propre ministère, quand j'étais dans le gouvernement. Nous avions lancé un programme pour pouvoir faire prendre conscience aux femmes qu'au sein du pays, c'était une question, au fond, d'éducation, que nous ignorions dans notre propre alimentation quels étaient les aliments qui étaient porteurs de vitamines, tout autant que le lait qui se vendait. Par exemple, nous avions voulu développer le soja, la culture du soja, et puis développer aussi les chenilles qui se mangeaient dans une région déterminée, mais par des tabous. D'autres régions ignoraient que les chenilles étaient porteuses de vitamines. Et quand nous avions élaboré nos programmes, nous nous sommes butés au fait que ceux qui devaient nous aider pour ce programme avaient leur propre programme. C'est-à-dire pour eux, il fallait absolument que les femmes soient éduquées dans le sens de donner des produits Gerber, Heinz, du lait en poudre, et que si nous n'acceptions pas cela, nous n'allions pas avoir d'aide. Et même plus, nous ne pouvions pas refuser. Parce qu'en refusant, si le ministère des Affaires sociales refusait ce genre d'aide, les autres ministères allaient aussi se voir couper leur aide. Le ministère de l'Agriculture, que ce soit les tracteurs ou... Ceci pour vous dire que les pays dits sous-développés ne sont pas tellement libres. Il y a été beaucoup question de développement ici. Est-ce que vous croyez que la femme est impliquée dans ce développement? Mais naturellement. Et je crois que les femmes du tertiaire monde, du tiers-monde, doivent absolument être, comme l'on dit, en premier, dans les premiers rangs pour cette lutte. Et je dois dire que je parlais avec beaucoup de délégués et je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont compris cela et qui ont compris qu'ils doivent, pour avoir le développement de leur pays, pas seulement viser le problème du développement, mais comprendre que l'égalité de la femme, c'est la même chose du développement du pays. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un vrai développement d'un pays si la femme ne sera protagoniste et si la femme ne travaillera à les développer, pas seulement dans un sens tout à fait économique, mais dans un sens, comme je vous le disais, spirituel, culturel et au point de vue de loi et de la justice, enfin. Mais oui, mais est-ce que la femme, vous croyez, ici, elle peut en discuter, elle peut en parler, mais est-ce qu'elle pourra agir? Est-ce que cette conférence lui donnera des armes, en quelque sorte? Mais je crois qu'une résolution des Nations Unies, d'une conférence des Nations Unies, quand même, c'est un document
qui peut nous être utile pour travailler dans nos pays. Est-ce que ce n'est pas un document de plus, c'est tout? Oui, bien, mais vous savez, alors, l'on parle des documents pour parler aux gens et pour faire des luttes. Moi, personnellement, je crois dans la lutte de classe. Moi, je crois dans la lutte des femmes. Moi, je crois que rien ne tombe du ciel. Et ni même des documents, ni des organisations internationales. Tout ce que nous conquérirons, ça arrivera seulement de notre lutte, de notre volonté, de notre unité. Docteur Langer, ces 3 thèmes qu'on a choisis pour l'année internationale, égalité, paix et développement, quelle résonance ont-ils pour vous? Oh, c'est magnifique, seulement je ne crois pas que ça sert à grand-chose. Égalité, c'est déjà la Révolution française. C'est il y a longtemps de ça, non? Ça a servi sur le moment, oui, mais pas trop. Alors la paix, oui, la paix. Mais l'évolution, je crois, ça ne dépend pas des femmes strictement, sinon ça dépend de l'impérialisme transnational, de multiples facteurs où les femmes n'ont pas de force. Le problème majeur de la femme angolaise, c'est la libération de son pays ou bien c'est la libération de la femme? Ah non, justement, et je suis ravie que vous m'avez posé cette question parce qu'en effet, le programme de l'année internationale de la femme, au fond, presque ne nous concerne pas. Parce que nous commençons d'abord pour la paix, que nous n'avons pas dans notre pays. Nous partirons après pour le développement. Et c'est seulement à la fin que nous pourrons parler d'égalité. Alors vraiment, nous sommes absolument à côté de la question. Nous sommes venus ici et nous ne pouvons pas lutter pour la femme quand nous sommes en train de lutter pour la vie. Je crois que nous devrions être tout à fait d'accord sur ce point, qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'égalité, il n'y a rien s'il n'y a la paix. Alors, ça serait tout à fait inutile, à mon avis, de discuter de droit familial, de développement, de droit au travail, de parité de salaire, s'il n'y avait pas la paix. S'il y a la paix, l'on marche. S'il n'y a pas la paix, alors je crois que... Beaucoup trop orienté sur le planning familial. On nous a fait perdre des heures là-dessus. Le planning familial est une très jolie chose qui ne sert à rien, surtout dans les pays du monde où elle est très nécessaire, où la démographie est absolument galopante. Et on ne peut pas faire de planning familial, par exemple, sur des femmes analphabètes. Ce n'est pas possible. Le planning familial irait avec des femmes alphabétisées et à partir d'ailleurs du moment où une femme travaille, elle n'a plus 7 enfants, elle en fait 2 et c'est trop pour elle. À partir du moment où elle est alphabétisée, elle saura utiliser une pilule. Elle ne donnera pas la pilule à toute la famille quand quelqu'un a mal à la tête. Il me semble que c'est une chose évidente. Donc c'est devenu un cheval de bataille, ce planning familial, et à mon avis c'est un échec. Il faut avoir la franchise de dire que c'est un échec et qu'il faut aborder le problème de la démographie par d'autres moyens. Ensuite, on ne nous a pas permis de travailler sur les aspects proprement féminins, comme le comportement sexuel de la femme, sa sexualité, le moyen de la vivre autrement, son choix de la maternité ou de la non-maternité. Et ça, il me semble que c'est très, très, très important et personne n'a voulu en parler. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que les gens, les experts eux-mêmes avaient des tabous? Je ne sais pas. Mon métier étant d'être psychiatre, je vais peut-être trop au-delà des choses et trop au-devant. Je ne sais pas. Par rapport à l'échec du planning ici, on n'a pas les mêmes résultats que dont vous dites. La femme, même analphabète, elle accepte. Et d'ailleurs, c'est dans la tradition de la femme d'origine indienne et tout, de chercher des herbes et d'essayer de contrôler sa famille. Elle n'y arrive pas. Et généralement, elle a plusieurs enfants par échec, parce qu'elle n'a pas réussi à contrôler ceux dont elle voulait. Évidemment parce que l'homme lui impose des grossesses, parce qu'il ne tient absolument pas compte de son corps, de son envie, mais ce n'est pas du tout quelque chose imposé du dehors. La grande propagande qu'on fait maintenant, évidemment, elle vient imposer du dehors, mais le désir d'avoir moins d'enfants et d'être plus libre est spontané, même dans l'indienne analphabète, depuis des centaines d'années. Certains sujets classiques comme l'avortement, les garderies, ne firent pas l'objet de grands débats, mais il fut question de planning.
et des femmes réclamèrent que les organisations internationales refusent d'engager des prêtres dans les centres de planning dans les pays du tiers-monde. L'intérêt était centralisé sur la famille, la nutrition, l'intégration des femmes à la politique et la femme paysanne. Environ 70% de la population mondiale féminine étant considérée comme rurale. Une journée entière fort suivie fut consacrée à l'artisanat. Une anthropologue mexicaine, Marta Fernandez, affirma que le plus grand ennemi des artisanes, ce sont les acheteurs étrangers qui, en voulant acheter d'énormes quantités à la fois, bouleversent les règles de la production artisanale, de même que les règles de qualité et d'originalité. D'ailleurs, cela illustre fort bien l'opposition toujours sous-jacente au cours de la conférence entre les pays développés et sous-développés, encore qu'il fut impossible de s'entendre sur une définition satisfaisante des deux parties. Ce qui fit dire à une journaliste chevronnée américaine « Je me sens subjuguée par le tiers-monde, l'Amérique devient minoritaire ». La plupart des gens font ce qu'ils peuvent pour éviter la question de l'égalité des femmes. Je pense que c'est juste une façon de parler, en nous donnant l'impression que l'égalité des femmes est importante. Nous avons cela. Mais derrière tout ça, derrière la présentation qu'ils nous offrent, et c'est une forme de manipulation politique, ils insistent là-dessus. Je ne pense pas qu'ils soient réellement intéressés à parler de l'émancipation de la femme en tant qu'égalité. Ils utilisent le mot égalité comme paravent et à des fins politiques et manipulatoires. Je sais que le tiers-monde a été exploité par tous ceux qui en sont concernés. Quelques-uns d'entre eux n'apprécient pas que le tiers-monde soit le point de mire, sous prétexte qu'il représente les 51% des ressources humaines. Mais ils s'en servent du tiers-monde, parce que c'est la seule façon d'en sortir, et d'une manière universelle, et devrait donc être envisagée comme telle. L'autre partie pense que c'est un moyen économique d'en sortir, que nous voulons commencer par organiser notre propre économie, comme l'économie internationale l'est en ce moment. Et il y a aussi ces gens qui parlent, qui politisent, et je ne m'objecte pas contre la politique, à condition qu'on définisse exactement de quoi on parle. Et à cette conférence, c'est la confusion totale en ce moment. Oui. Je crois que mes collègues ont tout à fait raison de dire qu'on a parlé beaucoup plus de problèmes de développement, d'impérialisme, plutôt que des problèmes féminins. Mais néanmoins, au travers de ce qui a été dit, moi, j'ai essayé de prendre un recul et comme sociologue, de voir si ça en dégage quand même quelque chose qui concerne la femme. Alors, le point positif de cette façon dont les jeunes latino-américaines prennent la défense de leurs États et réclament leur libération économique, au-delà du problème lui-même que nous ne devons pas discuter ici, il y a une prise de position des femmes, une intégration dans les problèmes de leur pays, qui est peut-être pour elles la voie vers une certaine émancipation. Autrement dit, elles prouvent par la réalité, par leur façon d'être, que la femme peut prendre part à des grands problèmes qui concernent leur pays, alors que les Européennes, écartées du pouvoir, s'interrogent sur le fait de savoir si oui ou non c'est de leur ressort, si c'est leur rôle, si elles n'ont pas été écartées, doivent-elles y revenir. Je trouve ces jeunes femmes semblent passer le cap très vite et en venir immédiatement à la décision économique. Mais je suis quand même sensible à ce qu'a dit Madame Giraud. Est-ce qu'une fois que, nous l'espérons pour elles, leur pays aura résolu le problème, est-ce qu'elles resteront au pouvoir? Moi, je suis optimiste, je dis oui, si elles sont à côté des hommes pour lutter, elles doivent essayer d'y rester. Et de ma part, je ferai tout pour les encourager à cela. Nous avons exactement 1974 ans de culture chrétienne, avec la femme dans cette situation de discrimination,
je dirais que la culture chrétienne que nous avons éditée en Europe, en Amérique latine, a fait encore pire la situation des femmes dans le monde au commencement de l'ère chrétienne. Et nous ne pouvons pas espérer que la situation va changer pour l'année prochaine, pour les 5 prochaines années. Je crois que ça va changer lentement, mais en tout cas, on peut espérer que cette conférence va marquer un point de départ. Mais je crois qu'il y a toute une responsabilité là, et des mass-médias et des femmes qui sont engagées dans des différentes organisations féminines non gouvernementales et qu'ils doivent lutter dans leur pays pour faire passer dans des différentes législations et dans les coutumes tout ce qui est déjà dans des déclarations internationales. Par exemple, toute la question du travail égal salaire, c'est vrai que dans certains pays, ce n'est pas arrivé dans la réalité. Mais je me demande combien sont les journaux et les mass-médias qui s'engagent sur ce point, ou quelles sont les organisations féminines qui s'engagent sur ça. Je peux bien dire que dans mon pays, l'Italie, que ce n'est pas un pays tellement progressiste, ça s'est passé de plusieurs années. Mais je dois dire que les organisations féminines ont beaucoup travaillé, beaucoup lutté pour faire passer ça. Je pense que c'est la responsabilité de la presse, des journalistes de cette conférence, de rapporter toute la complexité de la mentalité de tous ceux qui sont représentés à la conférence. Et nous voulons être davantage honnêtes en ce qui concerne les problèmes de relations humaines, si nous rapportons cela, particulièrement dans mon pays. Nous sommes très sensibles au sujet de nos traditions, de nos familles. Nous nous inquiétons de ce problème de l'égalité. Les hommes aussi s'inquiètent. Si on a l'égalité, est-ce qu'on va prendre leur place? Et va-t-on changer l'ordre des choses? Ils s'inquiètent de la stabilité de la famille et de leur propre sécurité. Et sont encore plus inquiets de savoir qu'ils ne seront plus jamais complètement à l'aise. La conférence internationale de l'année de la femme doit déboucher sur un plan d'action mondial visant à accélérer la participation de la femme au développement et à éliminer la discrimination fondée sur le sexe. Le plan proposé par l'ONU suggère au gouvernement une série de mesures destinées à favoriser la santé, l'alphabétisation, l'éducation permanente, la participation politique et sociale des femmes, en particulier des rurales considérées comme plus démunies, et à lutter contre la torture et la prostitution. Les termes et les moyens d'action proposés dans ce plan sont critiqués par un grand nombre de délégations. Depuis quelques jours, 800 amendements s'entassent sur la table. Le chef de la délégation australienne, Elizabeth Reid, compare le plan à une shopping list comportant quelques articles pour les pays dits en voie de développement et d'autres pour les pays dits développés. 2 abstentions à souligner au premier vote, la Chine. Elle soutient que le plan facilite l'intégration de la femme des pays industrialisés, mais néglige la situation de la femme dans les pays du tiers-monde, et le Vatican, qui le considère acceptable dans son ensemble, sauf le paragraphe relatif à la planification familiale. Mais comment réconcilier sur des bases claires, par exemple, les pays riches qui veulent peu d'enfants et les pays pauvres qui souhaitent conserver l'arme de leur nombre? Comment ajuster les méthodes contraceptives selon les conceptions catholiques et protestantes? Comment discuter de parité de salaire alors qu'il n'y a pas de travail? Ce 2 juillet, au terme de la conférence, nous échangeons à l'entrée de la tribune nos commentaires et nos lassitudes inquiètes de rendre l'essentiel de ces semaines de débat, d'écoute, car à Mexico, les femmes n'ont pas pris le pouvoir, mais elles ont beaucoup pris la parole. À
À la tribune, les latino-américaines élaborent leurs propres plans, tenant compte des réalités de leur continent et proposent entre autres la formation d'un comité permanent chargé de dénoncer les cas d'oppression policière et gouvernementale appliqués aux femmes de différents pays à cause de leurs opinions et efforts de libération. En délégation, elles présentent leur texte à Elvi Sipila. La séance tourne au vinaigre et cette dernière doit quitter la salle, non sans avoir dit « Ramenez votre combat chez vous ». If we succeed in getting this equality, in changing the sex roles, and are creative in making a new way of people to live together, an evolution of the family, not an abolition of the family. Madame Friedan. Environ 1300 journalistes assistent à la conférence, parmi lesquels beaucoup d'hommes et plusieurs envoyés de journaux de province des États-Unis. Plusieurs se feront reprocher de mettre l'accent sur les côtés anecdotiques des rencontres. Difficile d'obtenir sur place le texte du chef de la délégation canadienne, Colin Campbell, secrétaire parlementaire de Marc Lalonde, ministre, comme vous le savez, chargé de la situation de la femme au Canada. Mais la déléguée adjointe et vieille routière, Sylva Gilbert, déclare que le Canada ne s'est pas engagé ici dans de grandes déclarations, préférant jouer un rôle de modérateur. Par ailleurs, du Québec, Marie-Tou Shirley, indienne de Caughnawaga, et Ghislaine Patry-Buisson, présidente de la Fédération des femmes du Québec, font part à la tribune de la discrimination dont souffrent les Indiens sur les réserves, et les Indiennes en particulier. Aujourd'hui, alors que la conférence tire à sa fin, l'unanimité sur le plan mondial n'est pas acquise. On croit qu'il sera adopté, mais avec des modifications sérieuses, ou qu'un comité en poursuivra l'étude. Ce refrain des mariachis à la gloire du machismo est répété à l'infini au Mexique. El Rey, le roi. Le refrain dit « Avec ou sans argent, je fais toujours ce qui me plaît, et ma parole est la loi. Je n'ai ni trône ni reine, et personne qui me comprenne, mais je demeure le roi. » Un jour, demain peut-être, cette ballade deviendra désuète. Cette conférence
C'est une conférence internationale et c'est la confusion totale en ce moment. Je ne suis pas sûre que ce soit différent et plus chaotique du fait que l'on ait affaire avec les femmes. Bon, alors c'est plus évident à la conférence officielle gouvernementale là-bas. La plupart des gouvernements n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit pour les femmes. La rhétorique de leur discours, pour la plupart des pays, a été la même politique de la balle qu'on se renvoie habituellement, et en utilisant la femme comme prétexte. Il y a quelques exceptions, comme Elizabeth Reed d'Australie et quelques autres qui sont vraiment sérieuses et concernées par la condition de la femme. Mais dans l'ensemble, c'est juste de la rhétorique. Et alors même, en revenant au plan d'action mondial, on peut avoir des doutes et se demander si quelque chose de sérieux va être fait. En fin de compte, l'année internationale n'aura été qu'un timbre-poste, des cérémonies officielles et une sorte de paternalisme, ou peut-être de soutenir le mouvement international pour l'égalité de la femme qui existe vraiment et qui pourrait être endossé par cette année. Pendant ce temps-là, à la tribune, 5000 femmes se rencontrent. Au début, elles étaient complètement frustrées. Elles se sont fait écraser par les discours venant du podium. Elles étaient en ligne au micro avec si peu de temps pour parler qu'elles pouvaient à peine décliner leur nom et nationalité. Il y avait toutes sortes de manipulations qui semblaient vouloir les diviser. Les femmes du tiers-monde, de l'Amérique latine et les féministes américaines et les européennes. Personne ne pouvait s'entendre. Leurs intérêts étaient trop divisés. Je pense que la conférence est très intéressante et c'est le mouvement social le plus fort jamais développé. Un événement social, et quand je dis social, c'est dans des termes de sociologie, non en des termes de réunion mondaine. Mais, par exemple, d'avoir le mouvement de libération homosexuelle rencontrant dans la même salle le mouvement féminin de l'Église unie, et de les entendre dialoguer, ça, je pense que c'est la chose la plus extraordinaire. Parce que ça montre que nous avons atteint le degré de tolérance pour chacun. On dit que 10 000 femmes environ de tous les pays du monde se sont retrouvées ici. Je déplore toutefois que, souvent, les femmes aient fait le jeu des querelles des hommes plutôt que de défendre leur propre point de vue de femme et leur propre promotion. À la fin de cette conférence, comment analysez-vous le résultat? Eh bien, nous avons beaucoup de documents sérieux, nous avons quelques résolutions, et nous avons un plan d'action mondial et un tas de décorations. Les décorations iront sur les murs, le plan d'action ira au gouvernement, qui placera ses documents en filière, et les résolutions seront égarées quelque part dans les bureaux des Nations Unies, et c'est tout. Rien de positif, alors? Qu'est-ce qu'il y a de positif à voir là-dedans? Nous n'avons pas parlé de la femme. Ça a été un forum. Nous n'avons rien appris sur les femmes parce qu'il n'y a pas eu de discussion. Aucune possibilité pour les différents pays de se lever et de faire connaître leurs préoccupations, ni pour les femmes d'expliquer leurs problèmes. Aucune possibilité d'offrir des solutions de rechange à ces problèmes. Il n'y a rien de mal à parler de politique et d'économie à une conférence sur les femmes, à condition que ces points particuliers concernent les femmes. Mais cela ne s'est pas produit. Les femmes ont été reléguées de côté. Les politiciens se sont levés pour discuter de leur crise politique, se servant des problèmes d'éducation sociale, de santé, revenant constamment sur ces problèmes à des fins politiques, et nous n'avons même pas la chance de parler. L'avenir des femmes n'a pas été convenablement abordé. Aucune des résolutions, et même ce qui touchait les éléments du plan d'action mondial concernant les femmes n'a pas fait l'objet des discussions. Qu'est-ce qui est responsable? Eh bien, d'abord, la formule de cette conférence joue contre elle-même. Je veux dire, une conférence de 2 semaines de temps pour examiner le problème des femmes du monde entier et trouver également les moyens d'en sortir. Non seulement c'est pire, mais c'est grotesque. Depuis 2 semaines, au milieu de cette immense conférence représentant 150 pays avec une organisation politique, on aurait pu faire ça. Maintenant, qui est responsable? Ceux qui ont pensé qu'une conférence était suffisante, ceux qui ont pensé que nous pouvions avoir une conférence de cette formule sans tenir compte qu'elle servait à des fins politiques, ceux qui ont cru que c'était la façon d'honorer, de traiter le mouvement international des femmes. À votre avis, il n'y a aucun lien entre les discussions politiques et économiques et la situation de la femme?
À mon avis, bien sûr. Certainement, il y a un lien, particulièrement entre les problèmes économiques, les questions politiques et les femmes, ce dont elles souffrent et endurent précisément à cause de ces problèmes critiques. Ces points n'ont même pas fait l'objet de mention à la conférence. C'est comme si les femmes n'existaient pas. La seule différence entre le débat ici et les autres débats dans les autres forums, ici ou dans le monde entier, c'est que tous les soirs, on nous donnait une vague impression d'intérêt en nous faisant sentir que les hommes et les femmes se valent et subissent les mêmes difficultés. Mais ça ne va pas plus loin dans leur compréhension. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est le lien qui existe entre le colonialisme et la question de la femme. C'est quoi le colonialisme? C'est définir tous les types d'aliénation, comme des valeurs aliénantes, tous les modes d'aliénation et de culturisation. Ils ne comprennent pas que cette aliénation s'applique à tous les projets de développement qu'ils charrient avec eux et comment ils détruisent la culture et les femmes. Ils ne font pas ce lien. Et ils ne font pas non plus le lien entre les femmes et la paix, juste parce que nous avons été éduqués dans l'indifférence, la passivité et incapables de dire non. Ça ne veut pas dire que nous avons perdu intérêt pour la paix, nous ne l'avons pas perdu. Quel est le lien entre la femme et la paix? Il n'y en a aucun. Quel est le lien entre le nouvel ordre économique international et la femme? Il n'y en a pas. Les projets économiques internationaux exigent la justice dans le monde, et si les femmes ne font même pas partie du monde, est-ce que ça va être juste et équitable? C'est un leurre. Les femmes risquent de n'être pas toujours, autant qu'on le dit, des facteurs de paix. En fait, elles épousent les querelles de leur pays et les querelles des hommes et elles les assument autant que les hommes. Je ne peux pas le leur reprocher, c'est normal. Certaines idéologues s'imaginent que, par exemple, on peut voter pour une femme seulement parce qu'elle est une femme et par solidarité féminine. Ce serait nier véritablement la majorité intellectuelle et la majorité politique des femmes. Je ne pense pas qu'il puisse en être ainsi. Donc, je ne peux pas tellement m'étonner que la conférence soit politisée dans un monde où tout est politisé. Ce que je regrette, c'est que cet élément politique, cette teinte politique, ait été aussi aiguë, aussi accentuée, et que les querelles entre les peuples se soient manifestées dans une tribune qu'on aurait voulu plus pacifique, de façon aussi virulente que les sentiments aient été exprimés par des hommes ou qu'ils aient été exprimés par des femmes. 133 pays représentés, 10 organisations intergouvernementales, 23 institutions de l'ONU, 8 mouvements de libération, 13 organismes non gouvernementaux, 6 000 délégués, 18 séances plénières, 2 commissions plénières permanentes, des horaires costauds de 10h à 7h et les derniers jours de 10h du matin à 1h et 3h du matin. De multiples réunions, rencontres hors conférence. Voilà de froides statistiques. La fin de conférence a été marquée par un coup de théâtre. À la faveur des réticences émises par les diverses délégations à l'endroit du plan mondial proposé par l'ONU, le Mexique, pays hôte, a proposé de substituer son propre plan d'action. Ce plan contient 30 principes, entre autres, respect de la vie, qui recouvre le droit pour toute femme de décider librement de se marier ou non. Que chaque couple ou individu ait le droit de décider du nombre et de l'espacement des enfants et de recevoir information, éducation et moyens pour exercer ce droit. Droit à la nationalisation des entreprises étrangères. Ce principe a provoqué, comme vous pensez bien, l'abstention de 18 pays industrialisés, dont les États-Unis et le Canada. Incitation aux femmes à lutter avec les hommes contre l'oppression des peuples, qu'il s'agisse de néocolonialisme, discrimination raciale, sionisme. La déléguée d'Israël, au bord des larmes, a lutté contre cette appellation spécifique et a rejeté le plan proposé par le Mexique. Finalement, le plan ou déclaration de Mexico fut adopté par 89 pays, une opposition, l'Israël, et 18 abstentions. Adopté, mais l'application, évidemment, dépend des gouvernements et de ceux et celles qui les constituent. Un des résultats positifs,
la création d'un fonds international pour la création d'un institut de recherche et d'éducation mondiale pour l'avancement de la situation de la femme. Cette initiative en revient à l'Iran par la voix de la princesse Asra Pahlavi, sœur du Shah, qui a offert 1 million, un demi-million pour la conférence et un demi-million pour cet institut. Mais l'affrontement des deux blocs a perduré jusqu'à la fin. Le tiers-monde, dont les représentantes refusaient de séparer l'amélioration de la condition de la femme de l'ensemble des problèmes de développement, et les représentants des pays dits industriels qui voulaient que l'on parle uniquement de la condition de la femme sans y mêler développement économique et politique. C'est peut-être ce qui fait que cette conférence internationale, entreprise le 19 juin dernier dans un climat d'euphorie, s'achève ce 2 juillet dans un climat d'irritation, d'amertume, voire même de rage froide. Bien des femmes de diverses délégations se sentent trahies. Trahies parce que trop d'hommes ont pris la parole, plus particulièrement à la conférence officielle gouvernementale, parce qu'il n'a pas été assez question spécifiquement de la condition de la femme et que l'on espérait qu'une conférence internationale groupant en si grande majorité des femmes transformerait certaines habitudes, ne serait-ce qu'au niveau des procédures. Aurait-on trop misé sur une mobilisation des femmes? Aujourd'hui, il est difficile en vérité d'analyser les répercussions globales, à court, moyen ou long terme d'une telle rencontre. Mais Asra Pahlavi a suggéré un autre rendez-vous dans 5 ans, histoire de vérifier les changements s'il y a lieu. La patience serait-elle en définitive une caractéristique féminine? En résumé, peut-être fallait-il cette conférence pour jeter les bases d'un édifice solide, ancré dans tous les sols et dans tous les quotidiens, et qui s'appellerait Égalité, Justice.